il y a des fantômes qui hantent Strasbourg, et Goethe est un des maîtres fantômes qui hantent Strasbourg. Non, ce qui m'a frappé, c'est je crois que c'était le 2 novembre 1970, en RDA, à Weimar, la SED, donc le Parti communiste est-allemand, avec la Stasi, a déterré le cadavre de Goethe. Il n'y avait plus que les ossements, bien sûr, pour mesurer pour la hauteur du la hauteur du grand homme, enfin bon. Et il mesurait 1,66 m, par exemple. Enfin bon, bref, il y a cette entreprise absolument démente de vouloir maîtriser un fantôme, ce qui était effectivement dans le cerveau des apparatchiks d'Allemagne de l'Est, enfin bon, du socialisme réel, enfin bon, voilà. Et pourquoi maîtriser ce fantôme? Mais c'était un peu pour empêcher aussi qu'il soit trop important, sans doute, dans la vie littéraire, ou alors pour le réactiver dans la vie littéraire, à savoir lui construire une espèce de mausolée symbolique. On ne pouvait pas lui construire un mausolée sur la place Rouge comme celui de Lénine, mais lui construire une espèce de mausolée symbolique dans la littérature est-allemande. Entre nous, ce mausolée symbolique, il existe de toute manière dans la littérature allemande. C'est le seul pays où il y a une Goethe-Zeit. Il n'y a pas chez nous, il n'y a pas une Victor Hugo-Zeit. On peut le regretter d'ailleurs. Ce sera une chose formidable, Victor Hugo, comme écrivain national. Mais alors donc il y avait cette tentation oui, que faire du fantôme de Goethe, en fait. C'était ça la question politique, question symbolique, enfin bon, etc. Alors nous, à Strasbourg, effectivement, on a également une Goethe-Zeit. Ou plutôt, elle commence à Strasbourg. Avec ce jeune étudiant de 20 ans qui débarque, qui a des problèmes avec son père à Francfort, parce qu'ils ne sont pas d'accord sur l'aménagement de l'agrandissement de la maison du patricien qui est le père de Goethe. Enfin bon. Et c'est une espèce de libération pour le jeune Wolfgang de se retrouver à Strasbourg, qui à l'époque avait une réputation formidable, Strasbourg. C'était la grande université entre Paris et Vienne, d'une certaine manière. C'était une université et une ville où se rencontraient à la fois toute l'Europe, d'une certaine manière, pas seulement les Français et les Allemands, mais il y avait des étudiants qui venaient de Pologne, de Russie. Il y avait... c'était une grande ville franc-maçonne. Et puis surtout les deux religions. Goethe est arrivé comme piétiste. C'est les piétistes qui ont trouvé les logements à Strasbourg, d'ailleurs. Et puis, il va se détacher progressivement du protestantisme piétiste et rigoureux pour plonger une espèce de panthéisme. Oui, Goethe, hein, mettons. Donc il arrive dans cette... Bon, chacun sait que l'automne à Strasbourg est souvent très beau. Il se précipite évidemment sur la cathédrale, il voit ce monstre, comme dit justement Tischler dans le documentaire Hôtel de l'Esprit, Das Monster.
Et il l'appelle le monstre, d'ailleurs, dans l'étude qu'il va consacrer à la cathédrale, quelques mois plus tard, von Deutscher Baukunst, où il essaye de revaloriser, enfin de valoriser plutôt le gothique par rapport à l'art classique, enfin bon, puisque en revenant de Leipzig, malade, en faisant sa convalescence à Francfort chez son père, dans cette nouvelle maison, il est, entre guillemets, Winkelmannien, c'est-à-dire ce qui existe, c'est l'art grec tel que il est pensé et montré par Winkelmann. Voilà. Et donc, il arrive à Strasbourg et il se convertit au gothique. En partant de Strasbourg, donc en 71, à la fin du printemps, début de l'été 71, il passe par Mannheim, il visite la galerie des antiques de Mannheim et il dit bon, ben, l'art antique, c'est quand même pas si mal. Et voilà, il devient presque weimarien déjà en 71 en quittant weimarien sur le temps classique. En 71 en quittant Strasbourg. Voilà, alors il y a un début de la Goethezeit, pour ainsi dire, commence à Strasbourg, qui est une ville entre guillemets internationale. Ben, je reviens au fantôme en fait, à savoir que Goethe n'est pas le seul fantôme qui a hanté Strasbourg à ce moment-là. Donc, il y a cette fameuse pension des Dames Laut, présidée par l'Actuarius Salzmann, qui était plus âgé que les étudiants qui se retrouvaient dans cette pension. Et on trouve dans cette pension Jung-Stilling, Lerse et un peu plus tard Lenz. Il y a une chose importante qui va se produire en dehors de la pension, ou plutôt dans cette pension, c'est que Goethe va rencontrer des étudiants en médecine qui, je crois, sont la majorité des commensaux de cette table d'hôte. Enfin bon. Et Goethe, qui est là pour étudier le droit, sur l'injonction de son père, est plutôt intéressé par la médecine. Et on sait que Goethe, ensuite, va faire un parcours scientifique tout à fait épatant et étonnant. De la minéralogie à la botanique, en passant par la zoologie, enfin bon, voilà. Et donc il est passionné par la médecine, et les étudiants en médecine qui font partie de cette table d'hôtes vont l'emmener à la faculté de médecine, où officient des chirurgiens tout à fait remarquables à l'époque, enfin, et qui sont connus dans l'Europe entière. Et Goethe va, parce qu'il veut s'endurcir. Il monte à la cathédrale pour guérir du vertige. Il va assister à des opérations. Il va lui-même manier le scalpel pour se guérir du dégoût que peut inspirer la vue de l'intérieur d'un corps humain ou d'un cadavre. Hein, voilà. Et donc, il assiste à des opérations, enfin bon, etc. Sur ce arrive, chose extrêmement importante et décisive pour Goethe, Herder. Herder, il a été à Nantes, il a été à Paris, il a été à Versailles. Il est passé par Hambourg, où il a rencontré Lessing.
important parce que c'est Lessing qui va le mettre en contact avec Shakespeare, avec l'œuvre de Shakespeare. Et Herder, qui a publié, qui a notamment, et qui va écrire le traité sur l'origine des langues à partir de Strasbourg, enfin lors de son séjour à Strasbourg. Herder est à Strasbourg pour se faire opérer des yeux. Et Goethe, qui a lu Herder, il le rencontre à l'Hôtel de l'Esprit, d'où le titre du documentaire. Hôtel de l'Esprit qui avait été fréquenté par Rousseau, qui avait été fréquenté par Mozart, enfin c'était le Hilton de l'époque, en quelque sorte. Donc, Goethe va voir Herder, qui commence par être agacé par ce jeune homme trop exubérant, un peu fat, un peu imbu de lui-même, et en même temps extrêmement, pédant. Voilà. Mais très amusant. Très amusant. Mais ils finissent par sympathiser, enfin ils sympathisent, et ça va être le grand choc pour Goethe, parce que Shakespeare, il va le connaître par Herder, il va se défaire de son rapport à la France. Hein. La littérature française est, j'allais dire, presque condamnée par Herder. Et voilà, donc il y a cette aventure, il y a ce choc intellectuel de Goethe à Strasbourg, via Herder, via la poésie populaire, via la découverte de Shakespeare. Voilà. Bon, pourquoi Bailly et Rollin d'abord? Parce que je considère que c'est parmi nos meilleurs écrivains aujourd'hui. Voilà. Bon. Qu'en outre, c'est des amis. Enfin, bon. Alors ça tombe bien. Olivier, Rollin, c'est à cause de Gutenberg. À cause de Gutenberg, parce que là encore Strasbourg, bon, il y a des moments incroyables à Strasbourg, et là je parle davantage de lieux finalement que de Goethe, et du début de la Goethezeit. Strasbourg, c'est pendant 10 ans le centre de la mystique rhénane. Au XIIIe siècle. C'est au XVIe siècle le centre le plus important de l'imprimerie, avec Bologne, Mainz et Paris. Enfin, le Bâle, Strasbourg, Bâle, Célestat, Strasbourg, Mayence, c'est une sorte de Silicon Valley de la Renaissance. Et alors donc je reviens à Rollin, à cause de cette histoire de l'imprimerie, et que je me suis dit, même s'il n'est pas un adepte absolu de la littérature allemande, un écrivain pour parler d'un autre écrivain, c'est pas si mal. Et puis pour parler de l'imprimerie, puisque le livre après tout et l'imprimerie ont quelque chose à voir ensemble, d'autant qu'on est en train de sortir du livre en ce moment. Je me suis dit, voilà, une conversation avec Rollin peut d'abord être à sa place dans ce documentaire, et puis et peut nous apprendre quelque chose. Voilà. Il a, avec Alexis Bach, il avait participé à une traduction, à une présentation chez Christian Bourgois de Lenz et des lettres de Büchner. Enfin, c'était la traduction de Bach qui était très bien, enfin bon, ça, et puis la présentation de Bailly. Et donc, mettons qu'il connaissait bien le sujet. Et que, en plus, vu son rapport au monde, j'allais dire, et le fait
fait qu'il avait travaillé sur le romantisme allemand en même temps que, là aussi, deux écrivains, philosophes qui connaissent le sujet, à savoir Lacoue-Labarthe et Nancy, avaient également travaillé, avait travaillé sur le romantisme d'Iéna, et que Bailly avait publié en 1918 à l'époque un digest sur le romantisme allemand. Donc voilà.